Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er juin 2022, nouveau mois, c'est reparti. Alors on est passé du Sell in May and Go Away, et là on attaque le mois de juin. Il va commencer à faire de plus en plus chaud, si c'est encore possible. Et puis après, derrière, il y aura le 21 juin, on sera l'été. Et donc, on pourra commencer à parler de rallye d'été. Donc, on peut espérer avoir une petite note de positivisme juste à cause de la saisonnalité. Il faut dire que statistiquement et historiquement, le mois de juin est un mois qui se termine en moyenne en hausse de 1,2%. 1,2%, c'est plus que ce que le S&P a fait en mai, puisqu'en mai, il a réussi à finir dans le vert, mais vraiment par les poils. Le Nasdaq, lui, termine en baisse de 2%, et puis ailleurs, c'est un petit peu pas terrible. La Suisse perd 3% sur le mois à cause de Roche et de Nestlé. L'Allemagne est en hausse de 3,2% sur le mois de mai. La France fait plus 0,6%. Le coup de main chinois est venu un petit peu trop tard pour les entreprises du luxe français. Et puis finalement, voilà, le mois se termine moins mal que ce que l'on aurait pu craindre, puisqu'on a repoussé le bear market pour l'instant. Même si finalement, hier, la journée n'était pas exceptionnelle, bien au contraire. On était relativement en baisse un peu partout et partout un petit peu, principalement à cause du fait qu'on s'est posé des questions si par hasard l'inflation ne serait pas quand même un problème. Alors on va pas se mentir, hein. Hier on a eu 2-3 choses qui étaient assez focus sur la thématique de l'inflation, donc la liaison avec la hausse des taux. On connaît bien le mécanisme maintenant puisqu'on parle pratiquement plus que de ça en ce moment. Donc en gros hier soir il y a déjà un truc qui nous a un petit peu perturbé, c'est cette soudaine hausse du baril, hein. Donc on a vu que le baril durant la séance d'hier est passé à quasiment toucher les $120. Donc du coup on a quand même commencé à se dire ah ouais mais en fait c'est vrai que quand le baril il monte très très haut, ben c'est pas bon pour l'inflation puisque voilà, on va à la pompe, ça coûte plus cher, blablabla, on connaît l'histoire. Bref, on va pas revenir puisqu'on en parle tous les jours, mais c'est vrai que on a tout d'un coup le marché, hein, des fois le marché pense à d'autres trucs, il se dit ah oui, peut-être que par rapport à ce qu'on a vu sur les chiffres de vendredi dernier, eh bien il se pourrait finalement que l'inflation ait fait son pic, et puis du coup on regarde même pas ce que fait le pétrole, et puis tout d'un coup le lundi suivant on se rend compte ah oui mais le pétrole il est en train de monter parce que les Européens font un embargo, et donc si les Européens font un embargo et que le pétrole il monte, c'est inflationniste, et donc on a déjà eu peur de ça. Ça c'était une des raisons. Ensuite on a eu aussi monsieur, j'en ai parlé hier déjà dans cette vidéo, monsieur Christopher Waller, qui est un des membres de la Fed, qui a dit que pour lui c'était exclu de faire une pause au mois de septembre. Donc du coup on s'est dit ah ouais, alors donc l'histoire de la pause qui nous a fait monter quand même depuis mercredi, jeudi, vendredi dernier, ben là, du coup, de côté. Les gens commençaient à se dire, ah ouais, peut-être qu'il n'y aura pas forcément une pause. Et donc, du coup, vous avez tous les gourous méga négatifs qu'on a entendus la semaine dernière qui sont revenus en disant, ah, hey, je vous l'avais dit que ça allait rebaisser, donc c'est bon, ça rebaisse. Effectivement, ça a rebaissé un peu plus d'1% en Europe, 0,6% et des brouettes aux États-Unis. Donc, on a une journée négative de nouveau. Alors, évidemment, tout le monde est en train de sortir en se disant, eh bien, peut-être qu'on est en train de se trouver dans une situation où finalement les gens seraient en train de prendre les profits, et puis que finalement le rebond qu'on a vécu la semaine dernière grâce à la pause, eh bien, il est en train de perdre de Sagnac et qui va gentiment repartir en direction du bear market où il est déjà dans le Nasdaq et du bear market sur le S&P 500. Donc voilà une journée négative que l'on peut expliquer par toutes ces préoccupations inflationnistes et par ce regret, cette tristesse de se dire que peut-être notre pause qu'on avait imaginée pour le mois de septembre, eh bien, c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a encore pas mal de choses qui nous préoccupent. Il y a aussi les chiffres de la confiance du consommateur qui étaient un peu plus faibles que le mois dernier. Donc on voit quand même, on en parlait beaucoup la semaine dernière au niveau des chiffres des retail sales, des ventes de détail. On a vu que finalement pas mal de clients, de consommateurs étaient en train de lâcher prise, d'avoir un petit peu peur. On lit dans pas mal d'articles aux États-Unis qu'il y a pas mal d'Américains qui sont en train de couper les dépenses, par exemple sur les abonnements de streaming pour pouvoir
dépenser plus en termes de nourriture parce que tout augmente, bien entendu. Donc on a un petit peu de stress quand même qui était latent et qui était très présent hier, sans parler effectivement du comportement du baril qui a fait un petit peu basculer tout le monde dans toutes les directions. Il y a aussi 2-3 choses qu'il faut retenir, c'est la publication des résultats de Salesforce. Hier soir, Salesforce a publié des très bons chiffres. Le seul impact qui était un petit peu négatif à l'intérieur de la globalité des chiffres de Salesforce, c'était l'impact d'un dollar trop fort. Ils auraient préféré avoir un dollar plus faible pour leurs exportations. Et donc du coup, eh bien, c'était un petit peu le seul point négatif, mais donc de très bons chiffres du côté de Salesforce, un peu à l'image des très bons chiffres que Microsoft nous a publiés au début de la saison, mais que depuis ils ont perdu 10%. Et Salesforce a pris 10% hier soir, enfin est en hausse de 10% after close après la publication de ces très bons chiffres. On va dire aussi que Salesforce, c'était un petit peu le closing season, c'est la fin de la saison des résultats, parce que maintenant vraiment il n'y a plus grand chose qui va nous intéresser. On notera aussi dans les comportements un petit peu stupides de la journée hier, le comportement de AMC. Alors AMC, vous connaissez, on en a déjà parlé il y a plusieurs mois en arrière, c'est un des titres adorés de chez Wall Street Bet, hein. C'est un des titres qui était très shorté, donc tout le monde s'est jeté dessus. Évidemment, pendant la pandémie, ils ont frisé la faillite puisque c'est des opérateurs de cinéma. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de spéculation dessus. Hier, AMC, sur la journée, en début de journée, le titre a pris 10% sur la justification que Top Gun a fait des super entrées durant le week-end au cinéma. Top Gun 2, bien évidemment. Donc, du coup, le AMC a explosé à cause de ça. 1 milliard de hausse de market cap parce que Top Gun a fait je sais pas combien de millions d'entrées durant le week-end du Memorial Day. Et donc du coup tout le monde se jetait sur le titre. Et puis au cours de séance, on s'est dit ah ouais non mais quand même peut-être qu'on a exagéré un tout petit peu. Et bam, le titre est retombé derrière de nouveau en terrain négatif. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui sont immuables dans ce marché, où on reste quand même un tout petit peu secoué sur certains comportements, sur certaines valeurs en tous les cas. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en Asie ce matin, eh bien on verra que le Japon est légèrement en hausse, que Hong Kong est légèrement en baisse et que la Chine ne fait légèrement rien du tout. Et puis surtout, la valeur la plus intéressante de nouveau, eh bien c'est le pétrole. Alors le pétrole, hier on était complètement flippé parce que tout d'un coup, là il y avait un embargo européen sur l'or noir et donc du coup le baril avait explosé. Et puis ce matin, cette nuit, on a changé un tout petit peu d'avis pour une seule raison, finalement, c'est un article du Wall Street Journal. Alors on va essayer de schématiser ce qu'a fait cet article. Ils ont publié un article qui dit au conditionnel, avec des si, peut-être, éventuellement, on ne sait pas, plein d'articles qui disent, on n'en sait rien, mais on le dit quand même, le Wall Street Journal a laissé entendre qu'il avait entendu qu'éventuellement, peut-être, l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, donc, pourrait éventuellement virer la Russie de ses membres et de son cartel décisionnaire, de son groupe de décisionnaires par rapport à la production pétrolière mondiale. Alors ce qui est déjà assez marrant quand même, c'est qu'à la base on se dit, c'est marrant parce que depuis le début de l'invasion en Ukraine, il y a tout le monde qui a attaqué la Russie dans tous les coins, il leur a coupé les vivres, a fermé la moitié des entreprises en Russie, a viré les Russes de partout, a piqué leurs yachts, bref. On a vraiment, tout le monde a fait du forcing pour essayer de pousser Poutine à quitter l'Ukraine. Ça, on le sait. Mais par contre, là, on apprend encore aujourd'hui, enfin, je ne le savais pas, mais c'est assez marrant de voir que finalement, l'OPEP, l'organisation des producteurs de pétrole, eh ben eux, ils ont toujours finalement la Russie à l'intérieur de leur groupe. Donc, tout le monde les a virés de partout, de toutes les compétitions sportives du monde, même de l'Eurovision, et puis derrière, eux, ils sont toujours dans l'OPEP, et puis ils ont toujours leur mot à dire. C'est quand même assez rigolo. Enfin, hier soir, on s'autorise à penser qu'éventuellement, ils pourraient se faire virer, il n'y a rien d'officiel. Mais la logique derrière, c'est que s'ils se font virer de cette association, eh bien, du coup, il y aura forcément une espèce de rééquilibrage et les autres producteurs de pétrole vont devoir, eux, produire un petit peu plus pour compenser ce que la Russie n'apporte plus. Donc, du coup, ça pourrait rapporter un peu plus de pétrole sur le marché, donc mettre la pression sur l'offre, donc refaire baisser le pétrole. Donc, tout ça au conditionnel, parce qu'on n'en sait strictement rien du tout, il n'y a absolument rien d'officiel, c'est juste le Wall Street Journal, c'est un mec dans son bureau qui dit tiens si j'écrivais un article là-dessus, et puis là-dessus le baril a perdu 5 $ depuis hier, donc maintenant on traite autour des 115 ce matin, donc grosse correction sur le baril depuis hier soir, sur un truc où on n'est pas vraiment sûr, pas à 100%, mais que peut-être il pourrait se produire.
Alors c'est assez rigolo quand même parce que finalement on se rend compte qu'on peut faire baisser le pétrole avec un article de journal. Par contre, avec les réserves stratégiques de l'armée américaine ou des États-Unis ou de je ne sais combien de pays dans le monde qui ont été décidés de libérer régulièrement, on a décidé de libérer ces barils de pétrole stratégiques qui sont détenus par plusieurs pays au début du mois de mai. Et puis depuis, le pétrole a quand même pris plus de 10%. Donc il libère les réserves stratégiques, le pétrole monte. Il y a un article du Wall Street Journal qui dit que peut-être il pourrait virer la Russie et le pétrole baisse. Donc du coup, on peut se poser des questions sur l'utilité réellement d'essayer d'influencer les cours du pétrole par rapport à des actes physiques concrets, puisque visiblement, en bullshitant n'importe quoi dans les journaux, on y arrive aussi. Et puis pour terminer avec le chapitre de l'inflation aujourd'hui, parce que non, je ne vous lâcherai pas avec ça, il faudra aussi noter qu'hier, il y a eu encore des chiffres assez impressionnants au niveau de l'inflation en Europe, puisque l'Europe était en hausse de 8,1%, plus haut que les attentes de 7,7% au niveau de l'inflation, au niveau du CPI. Même chose en France où finalement on attendait 5% sur le CPI et il est sorti à 5,2% en dessous des attentes. Et en même temps, la France a sorti un GDP en baisse, enfin plus faible que le mois dernier à 4,5% et nettement en dessous des attentes des économistes. Donc on voit vraiment que l'inflation reste un problème, que ça reste dans des niveaux très très élevés, que la BCE n'a toujours rien fait, que la Fed continue à vouloir faire visiblement, et au dernier commentaire des membres de la Fed, eh bien on a cette impression que ces gars-là, ils vont continuer à monter les taux, en tout cas évidemment on le sait en juin, en juillet, et probablement encore en septembre, et c'est ce qui nous a mis un tout petit peu de pression sur le marché hier, mais on avait quand même ce sentiment que tout le monde voulait finir ce mois de mai qui était un petit peu violent, volatile, fatigant, pour pouvoir passer à autre chose. Alors on est le 1er juin, espérons que du coup ce mois de juin qui commence maintenant nous permette de retrouver des couleurs et de retrouver une certaine sérénité, bien que là tout de suite quand on écoute les gourous de ce monde, on n'a pas l'air d'être complètement sorti de l'auberge pour le moment. Il est vrai que tout le monde est encore très négatif, on entend dire qu'il faudrait vraiment qu'on ait un nouveau sell-off sur le marché. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va déclencher ce sell-off ? Les jeux sont faits, rien ne va plus, mais probablement que les responsabilités d'un éventuel sell-off seront également à chercher du côté de l'inflation et peut-être même des mouvements au niveau du baril. Voilà, c'est une petite séance qu'on a vécue hier. Pour l'instant, les futurs sont légèrement, mais très légèrement en hausse. On va regarder un peu comment ça se déroule aujourd'hui, mais gardez les yeux fixés sur le prix du baril parce que ça pourrait être quand même assez volatile. Il suffirait que l'OPEP vienne démentir l'article du Wall Street Journal pour qu'on se fasse un retour dans l'autre direction. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote francophone et puis à revenir demain, à liker cette vidéo et surtout à passer une très très belle journée. Bye bye.